Merci beaucoup. Pour cette seconde table ronde de la journée, on a donc voulu, comme je vous le disais tout à l'heure, parler des modèles d'ici et d'ailleurs. D'ici et d'ailleurs, pourquoi ? Puisque, comme ça avait été dit par nos intervenantes précédentes, la France, en soi, par sa culture, son histoire, a plaidé en faveur d'un système très institué, là où on a d'autres exemples en Europe, dans le monde, et même dans certains départements et territoires d'outre-mer, où il y avait des formes moins instituées et plus diffuses d'accueil chez un tiers, d'accueil dans la cellule familiale élargie. Et c'est cela qu'on a voulu étudier à l'occasion de cette table ronde avec nos trois intervenantes. Je vais commencer par présenter la première intervenante de cette table ronde, Lucille Basse. Vous êtes doctorante CIFRE en démographie et chargée d'études au sein de l'Observatoire national de la protection de l'enfance. Vous avez d'ailleurs publié en 2024 une revue de littérature à propos de l'accueil des enfants par un proche dans une perspective à la fois pluridisciplinaire et internationale. Alors, pourriez-vous nous expliquer en ce qui concerne l'accueil chez un proche, pourquoi vous plaidez davantage en faveur d'une approche par situation plutôt que par statut juridique ? Et est-ce que, selon vous, ce type d'accueil doit toujours être considéré comme un dispositif de protection de l'enfance à part entière ou plutôt comme une forme de configuration familiale ? Bonjour. Merci beaucoup pour votre invitation puis pour me donner l'opportunité de parler de la revue de littérature qui a été publiée l'an dernier, qui est disponible sur le site de l'ONPE, donc je vous encourage à aller lire directement. En effet, donc on a réalisé cette revue de littérature dans un contexte qui est marqué par des changements législatifs, on l'a évoqué déjà ce matin, qui traduisent l'ambition de mobiliser davantage les ressources familiales lorsque l'enfant est confié. Et nous, on est parti, donc on a engagé cette revue de littérature dans l'objectif de recenser les connaissances disponibles sur le sujet avec une approche internationale pour mieux comprendre ces situations et mieux comprendre l'accompagnement qui pouvait être fait aux familles, donc finalement dans la droite ligne des objectifs visés par la loi du 7 février 2022. Et parce qu'on a privilégié une perspective internationale, on ne pouvait pas partir des statuts eux-mêmes. Donc on a privilégié une approche par situation, c'est-à-dire qu'on a déterminé des critères finalement qui nous permettent de déterminer ce que c'est l'accueil par un proche. Donc plutôt que de partir directement des statuts, tiers digne de confiance, accueil durable et bénévole, etc., que vous connaissez, on a déterminé des critères. Peut-être simplement sur la revue de littérature. Donc elle est disponible sur le site de l'ONPE. Elle se présente sous la forme d'une synthèse transversale d'une 30aine de pages avec des titres assez explicites de sorte que vous puissiez aller piocher directement ce qui vous intéresse dans la revue. Et à la suite de cette synthèse, il y a 32 fiches de lecture, de recherche, d'articles, de rapports qui ont été synthétisés en 2-3 pages. Des recherches qui ont été menées à l'international, essentiellement en Europe, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande, et qui ont été publiées entre 2008 et 2023. Donc l'objectif de ma présentation, ça va être de synthétiser ces principaux résultats et puis de vous donner envie d'aller la lire finalement directement. Sur les critères qui ont été identifiés pour parler d'un accueil par un proche, ils apparaissent à l'écran. Il y en a 5. L'existence d'un lien préalable à l'accueil entre l'enfant et le proche, l'hébergement de l'enfant au domicile du proche, l'inscription de la prise en charge dans un temps long, c'est-à-dire au-delà des week-ends et des jours fériés, et des vacances scolaires, la contribution du proche à l'entretien et l'éducation de l'enfant, et un motif de prise en charge qui répond à un enjeu de protection. Donc, à partir de ces critères, on détermine des statuts. Tiers digne de confiance, on l'a évoqué. Accueil durable et bénévole. On en a un petit peu parlé, mais on y pense moins. La délégation de l'autorité parentale à un particulier. La tutelle familiale. Et puis, y a aussi tous les accueils informels, c'est-à-dire qui sont issus d'arrangements privés, familiaux et qui n'impliquent pas toujours les institutions. Partir d'une approche par situation plutôt que par statut d'accueil, ça ne revient pas au même. Typiquement, selon nos critères, les mineurs non accompagnés qui sont pris en charge par des familles bénévoles qui ont rencontré le jeune par le biais de l'ASE ou d'une association, ce qui est parfois appelé par les départements un accordage, ils ne rentrent pas dans notre périmètre puisque nous, on part du principe de ce lien préalable à l'accueil. Alors que ces mineurs-là, ils rentreraient dans le périmètre de notre étude si on partait de l'accueil durable et bénévole, par exemple, en tant que statut, puisqu'on sait que c'est un statut qui a été pas mal utilisé, notamment à ses débuts. Je crois que c'est Coralie Aranda qui en parlait dans ses recherches dans le département du Nord, au bénéfice de cette population, même si là, les pratiques sont un petit peu en train d'évoluer.
On est parti de ces critères-là parce qu'on n'a pas eu le choix. Hein. Une revue internationale, on ne peut pas comparer des statuts français à ce qui se passe ailleurs. Et en même temps, ça nous a permis de mettre en évidence les spécificités du système de protection français, c'est-à-dire que chez nous, la démarcation, quand on parle d'accueil familial, elle se fait essentiellement entre assistants familiaux, qui sont des figures assistantes familiales, qui sont des figures professionnelles, et accueillants bénévoles, qui sont pour la plupart issus de la famille ou de l'entourage de l'enfant. Alors qu'à l'international, la démarcation dans les recherches, mais aussi statistiquement, hein, c'est-à-dire en termes de comptabilité de la statistique publique, elle se fait plutôt entre des enfants qui sont issus de la famille, des enfants qui sont pris en charge par des tiers qui sont issus de leur famille et par des tiers qui sont issus, pas issus de leur famille, justement, qui ont été mis en contact et donc pris en charge par des familles bénévoles volontaires qui se portent spontanément volontaires auprès des institutions. Cette différence, elle s'explique notamment par le fait que l'accueil familial par des bénévoles, il est plus répandu à l'international. Il n'y a pas toujours l'équivalent des assistantes familiaux. Et donc ça nous a permis de mener pouvoir comparer différentes recherches internationales. Ça nous a permis de mettre en évidence plusieurs thématiques récurrentes qui font chacune l'objet d'une partie dédiée dans la synthèse et qui vont un peu constituer le fil rouge de mon intervention, à savoir le profil des enfants et des proches impliqués, les parcours d'accueil, le point de vue des différentes parties prenantes et la trajectoire des enfants à court et long terme. Alors, qui sont les enfants et les proches impliqués? D'abord, on se rend compte qu'il y a assez peu de statistiques publiques sur le sujet et qu'on a du mal à chiffrer l'ensemble de ces situations. En France, on sait qu'il y a environ, j'aurais dû mettre à jour mon support de présentation, c'est 15 000 maintenant mineurs qui sont confiés à un tiers digne de confiance au 31 décembre 2023. C'est des chiffres qui sont issus de l'enquête de l'aide sociale de l'adresse. Ça représente environ 8%, ça pour le coup, la part n'a pas bougé, 8% de l'ensemble des mineurs accueillis au titre de l'ASE à la même date. Donc finalement, un mode d'accueil qui est assez minoritaire. Donc on a ces chiffres-là. En revanche, on n'a aucune donnée sur les enfants qui sont pris en charge au titre d'un accueil durable et bénévole, et encore moins délégation d'autorité parentale à un particulier, tutelle familiale, et encore moins accueil informel. À l'international, c'est un dispositif qui est plus répandu et dont l'usage est en hausse depuis une vingtaine d'années, notamment du fait de l'adoption d'un cadre législatif qui est favorable, en fait finalement l'équivalent de ce qu'a introduit la loi Taquet en 2022 et qui a renforcé l'accueil par un tiers digne de confiance. C'est des dispositions qui ont été adoptées parfois dès les années 90 aux États-Unis, en Espagne et dans certains pays du nord de l'Europe. Donc ça peut expliquer la singularité de la situation française. Et en plus de ça, comme je l'évoquais, il y a assez peu d'accueil familial professionnels au-delà de nos frontières. Donc il y a une articulation qui semble plus habituelle entre professionnels et bénévoles en protection de l'enfance en dehors des frontières françaises. Comme on a peu de données de dénombrement, de fait, on a peu de données sur le profil finalement des enfants et de leurs familles. Donc, ce qu'on a de la plupart des recherches, à chaque fois, c'est issu d'échantillons, hein, c'est-à-dire que c'est seulement une partie des enfants qui ont été et des familles qui ont été interrogées. Mais ce qui ressort de façon assez systématique, c'est la fragilité économique et sociale des familles d'origine des jeunes, quel que soit le statut qui encadre l'accueil. Donc là, ça fait écho au lien entre précarité et protection de l'enfance qui est observé et déjà pas mal documenté dans la recherche française et internationale. Ce qu'on remarque aussi, c'est la surreprésentation d'enfants issus de minorités ethniques dans plusieurs pays. Les chercheurs l'expliquent notamment par le fait qu'il y a des pratiques de confiage informelles qui sont plus répandues au sein de certaines populations. Et dans les DROM, en fait, c'est l'idée que finalement qu'il y a une solidarité publique qui vient faire support à une solidarité privée préexistante et que du coup, c'est un dispositif qui vient travailler un petit peu de pair avec des pratiques coutumières en fait qui existent déjà. Et c'est une thématique qui fait l'objet de recherches spécifiques menées par l'équipe EFIS de Nanterre. J'en dis pas plus puisque Virginie Avzou-Boutry vous en parlera juste après. Et pour les situations qui relèvent strictement de la protection de l'enfance, ce qui est pressenti, c'est que, issu des recherches internationales, c'est que les mineurs qui sont confiés à un proche, en général, ils sont un petit peu plus jeunes et ils ont des situations qui sont moins complexes et chroniques que celles des enfants accueillis par des familles d'accueil ou en établissement. Ou dit autrement, les professionnels auraient tendance à orienter vers ce dispositif des enfants qui auraient un petit peu moins de difficultés et des enfants qui auraient un peu plus de difficultés, on aurait tendance à les orienter davantage vers des familles d'accueil
du coup non professionnelles, parce qu'elles ne le sont pas toujours, mais en tout cas qui ne sont pas issues de la famille de l'enfant ou en établissement. Ça, c'est des résultats qu'on a à l'international. En France, pour le coup, on a assez peu de recherches sur le sujet, donc il n'est pas impossible que les stratégies d'orientation, elles soient un petit peu différentes. S'agissant de la situation des accueillants, on fait le constat du rôle prépondérant des grands-parents. Ça a déjà été évoqué ce matin, quel que soit le statut de la prise en charge, en particulier des grands-mères. Une part moindre des proches non apparentés, si ce n'est un petit peu les beaux-parents. Et puis là, c'est moins des retours des recherches, mais plutôt des rencontres avec les départements qui parlent de plus en plus de la figure des assistantes familiales. On en parlait juste avant, parfois notamment au moment d'un départ à la retraite, qui se manifestent pour passer finalement d'assistante familiale à tiers digne de confiance d'enfants qu'elles accueillaient déjà depuis quelques années. Sans surprise, on relève que l'accueil par un proche, il est pour beaucoup ce que des chercheurs et chercheuses appellent une affaire de femmes, c'est-à-dire que c'est beaucoup de femmes qui sont impliquées, c'est beaucoup d'accueillantes, notamment quand c'est des couples, par exemple, parfois c'est uniquement la conjointe du couple qui est désignée tiers digne de confiance, et puis il y a une plus forte implication qui est observée de la lignée maternelle. Et enfin, il ressort des recherches que les accueillants sont issus de milieux globalement modestes. On le voit parce qu'il y a une surreprésentation de familles monoparentales parmi les proches, un plus faible niveau de diplôme, une plus forte exposition au chômage, etc. S'agissant maintenant des parcours d'accueil, il y a différents types d'entrées. Pareil, ce qui est montré à la fois en France et à l'international. Au moment où elle démarre, il y a 3 types d'entrées en fait, qui sont observées. D'abord, la prise en charge, elle peut intervenir à la seule initiative des parents et de l'enfant et de l'accueillant, donc dans un cadre qui est d'abord complètement informel. Première façon d'entrer entre guillemets dans un parcours d'accueil, donc ça implique pas forcément les institutions au départ. Ensuite, la prise en charge, elle peut être mise en place à la demande ou avec le concours des pouvoirs publics, avec ou sans l'accord des parents, au moment où une situation de danger est détectée. Ou bien on peut décider d'un changement d'un dispositif d'accueil à un enfant qui vivait déjà en dehors du domicile parental, donc par exemple qui vivait en établissement ou en famille d'accueil. Et puis en fait, on repère une ressource qu'on n'avait pas repérée de façon initiale, ou alors une ressource qui n'était pas présente au moment où l'enfant a été placé pour la première fois. Et donc on opère un changement d'accueil en fait. Et donc l'enfant passe finalement d'un établissement ou d'une famille d'accueil à un placement auprès d'un tiers digne de confiance. Et donc, selon ces 3 types d'entrées, ça n'a pas les mêmes implications pour les travailleurs sociaux sur le repérage des ressources, qui n'intervient pas au même moment, et puis l'appréciation de l'urgence aussi est un petit peu différente. Une fois que l'enfant est confié et qu'il vit chez son proche, une même situation elle peut donner lieu à des évolutions de statut. Un accueillant informel, il peut obtenir la garde en tant qu'accueillant durable et bénévole ou en tant que tiers digne de confiance. Un tiers digne de confiance, il peut obtenir la délégation de l'autorité parentale, voire la tutelle, voire l'adoption. On en a un petit peu parlé, même si c'est des situations qui, a priori, sont plus rares. Donc ça dépend de l'évolution de la situation du jeune. Si l'exercice de l'autorité parentale, par exemple, est retiré aux parents en cas de décès. Enfin voilà, donc il y a plusieurs situations qui peuvent mener à cette évolution de statut. Donc tout ça pose finalement la question du choix du statut adapté, non seulement au moment de la prise en charge, en fait, mais aussi tout au long du parcours d'accueil, donc réfléchir à des changements de statut potentiels lorsque c'est nécessaire. Et de façon sous-jacente, ça pose la question de la bonne information des familles pour savoir quel est le statut qui serait peut-être le plus adéquat à leur situation, et puis aussi celle de la formation des professionnels pour être au courant de l'ensemble des statuts qui existent et ensuite pour accompagner les familles vers un changement de statut ou pas. Quant aux sorties de l'accueil par un proche, là encore, il en existe plusieurs types. Soit l'enfant il retourne vivre chez ses parents quand des conditions d'accueil adéquates ont été rétablies. Soit l'enfant change de dispositif d'accueil en intégrant une structure collective ou une famille d'accueil. Par exemple, si l'état de santé du proche se dégrade, on l'a évoqué ce matin, et au début de la présentation, c'est beaucoup de grands-parents. Donc ça peut être le cas dans ces circonstances-là.
Le jeune peut aussi vivre chez son accueillant jusqu'à son autonomisation, et auquel cas, c'est des accueils qui durent au-delà de la majorité, et du coup, y compris quand, par exemple, une situation de TDC, elle n'existe plus, puisque l'enfant est majeur. Et donc, avec ou non des changements de statut qui ont été pensés tout au long de ce parcours. Et en fait, ce qui est assez intéressant avec la dimension internationale de la revue de littérature, c'est qu'on observe qu'en fonction des pays, les objectifs de sortie recherchés ne sont pas tout à fait les mêmes. Par exemple, en Belgique, au Québec et en Suisse, l'accueil par un proche, et en fait même plus globalement l'accueil familial, il est perçu comme une solution d'accueil stable et permanente, avec des statuts qui sont assez forts et sécurisants pour les accueillants, qui leur octroient notamment un certain nombre de droits en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale, de sorte qu'en fait on perçoit assez positivement, lorsque le jeune ne peut pas rentrer vivre chez ses parents, on perçoit assez positivement le fait que l'enfant finalement il reste jusqu'à sa majorité chez sa famille d'accueil ou chez sa, j'allais dire sa tiers digne de confiance, mais du coup chez son proche accueillant. Chez nous, les recherches, elles mettent en lumière le fait qu'on n'en a pas tout à fait la même perception et que le statut des proches accueillants, il pourrait être renforcé. Et puis le statut des proches, il pourrait être renforcé. Ça passe aussi par peut-être réfléchir à des changements de statut. Par exemple, un tiers digne de confiance, quand il obtient la tutelle, il perd l'allocation d'entretien. Donc ça pose aussi la question de est-ce que comment on fait, il peut y avoir une perte d'opportunité du fait d'une perte d'allocation d'entretien qui peut être mal perçue par des tiers dignes de confiance, et donc on ne change pas de statut alors que ça serait peut-être un statut plus adéquat. Donc voilà, il y a pas mal de choses à réfléchir sur ce sujet. Maintenant, si on s'intéresse au point de vue des différentes parties prenantes, je vais aller peut-être un peu vite parce que je pense que c'est des sujets qui seront évoqués pendant la table ronde. Mais ce qui ressort globalement du côté des enfants, et puis on en a déjà parlé un peu ce matin, c'est qu'ils apprécient le fait que l'accueil par un proche il se rapproche du configuration familiale classique. Donc c'est associé à un sentiment de normalité. Ça n'empêche pas la persistance d'expériences de stigmatisation, mais disons que ça les modère un petit peu. Et puis en fait, l'enfant a globalement l'impression de vivre avec sa famille, avec une vision assez extensive de ce que ça veut dire la famille, et du coup qui accueille tout à fait des figures, une pluriparentalité en fait qui est assez conçue en fait finalement par les enfants eux-mêmes. En revanche, ce qui est soulevé, c'est des craintes vis-à-vis de la continuité de leur prise en charge, notamment quand les enfants ils ont été confrontés au deuil de leurs parents, ou que leurs accueillants une santé qui est dégradée. Donc ça pose la question de rassurer le jeune sur le fait que, y compris si sa grand-mère ou son grand-père peut plus le prendre en charge, il y aura quand même des solutions d'accueil qui peuvent être pensées dans ces configurations-là. Du côté des parents, on note un sentiment de dépossession de leur rôle parental et de la peur d'être oubliés par leur enfant au moment où celui-ci investit une autre figure d'attachement. Ça, c'est une problématique qu'on retrouve fréquemment avec l'accueil familial, les situations de placement familial au sens large. Et par ailleurs, la qualité de la relation avec l'accueillant, c'est une problématique qui est fréquemment mentionnée. Je crois qu'on en parlera un petit peu cet après-midi. En fait, il semblerait que la relation entre parents et accueillants, elle soit davantage empreinte sur le plan émotionnel et affectif, ce qui est assez logique puisque c'est des gens qui se connaissent finalement depuis longtemps. Mais du coup, disons que ça complexifie la relation entre ces deux adultes, qui peut être moins le cas quand on confie l'enfant à une famille d'accueil, quand on ne retient pas de lien préalable avec le jeune. Et enfin, du côté des proches, on retient que l'engagement à accueillir l'enfant, c'est une évidence qui s'ancre dans un principe d'entraide familiale et d'obligation morale, mais que c'est pas sans conséquence sur le plan matériel, financier, éducatif, administratif. On en a parlé, un besoin d'accompagnement assez fort sur le plan administratif et juridique, mais aussi sur l'organisation de la vie quotidienne, sur l'impact financier. Il peut être notamment important au moment où le jeune arrive au domicile, où il y a tout un changement de place, de mobilier, d'affaires, de vêtements à acheter, à investir éventuellement. Donc un coût financier qui peut être notamment important à ce moment-là. Mais au-delà ce que je raconte peut paraître un peu figé. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est que y a des variations qui sont assez importantes selon les contextes familiaux, et surtout que la perception des uns et des autres, l'entente entre parents et accueillants, elle est amenée à évoluer au fil du temps. Donc non seulement c'est des ressentis qui sont assez hétérogènes, mais qui sont aussi très évolutifs. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête. Ça nous amène à nous interroger sur la place de l'action publique auprès des familles. D'abord, les recherches, elles mettent en lumière plusieurs freins au développement de ce dispositif en protection de l'enfance.
De même, on en a un petit peu parlé ce matin, les professionnels expriment pas mal de craintes quant à la qualité des conditions d'accueil, avec des a priori qui sont parfois pessimistes sur les ressources disponibles auprès de l'enfant, du fait de la fragilité de la famille. Les professionnels expriment aussi des situations inconfortables, celles que constitue leur place d'arbitre finalement entre intérêt de l'enfant et volonté du parent et volonté de l'accueillant en cas de conflit, ce qui peut aboutir à une certaine réticence de leur part vis-à-vis de ce dispositif d'accueil finalement dans un mécanisme de protection. Et enfin, c'est une solution d'accueil qui n'est pas toujours bien intégrée structurellement dans l'organisation des services, avec peu de temps dédié au repérage des ressources disponibles autour de l'enfant, ou alors un repérage qui arrive relativement tard et donc qui ne répond pas toujours aux enjeux en termes d'urgence de protection. La demande d'accompagnement des familles, elle est assez hétérogène finalement à l'image des ressentis que j'évoquais précédemment. Il y a certaines familles qui préfèrent une aide ponctuelle, d'autres qui expriment des besoins plus importants selon la stabilité de la situation, l'entente entre parents et accueillants. Et donc finalement, ça appelle à la mise en place d'un soutien qui est vraiment sur mesure. Donc c'est aussi ça qui est compliqué à appréhender, c'est finalement réussir à identifier les besoins d'une famille en tant que telle pour y répondre et donc à doser le niveau d'intervention en fonction de ce qui est nécessaire. Il faut savoir quand même que ces enjeux, ils s'inscrivent dans un contexte où il y a pas mal de besoins qui sont non pourvus. Sur le plan financier, par exemple, en France, ce qui est relevé dans des recherches qui ont été menées dans le Nord, c'est qu'il y a pas mal de proches qui bénéficient pas toujours de l'allocation d'entretien auquel ils ont le droit. À l'international, ce qui est montré, c'est qu'il y a moins d'offres d'accompagnement par rapport à des familles d'accueil bénévoles, y compris qui n'entretiennent pas de lien préalable avec le jeune en termes d'échanges entre pairs, de temps de répit, plein de choses qu'on a un peu évoquées ce matin, de visites médiatisées. Et donc ça conduit les chercheurs et chercheuses à s'interroger sur le désengagement éventuel des pouvoirs publics dans ce dispositif d'accueil, avec de façon sous-jacente la suspicion d'un effet d'aubaine de l'État qui s'appuie sur les solidarités familiales pour pallier les difficultés de recrutement de familles d'accueil, pour s'affranchir de contraintes budgétaires, mais qui ne met pas véritablement les moyens derrière pour accompagner les familles. Donc à ce titre, l'accompagnement maintenant qui est devenu obligatoire par la loi du 7 février 2022, elle apporte quand même un certain nombre de réponses nécessaires. Enfin, dernier renseignement sur la trajectoire des enfants à court et long terme, il y a une littérature qui est assez dense, notamment états-unienne, pour évaluer ce dispositif d'accueil. Donc en général, c'est des grosses bases de données qui sont utilisées, des milliers d'enfants, des gros outils économétriques. Donc c'est une culture qui n'est pas très francophone d'évaluation. Globalement, les recherches, elles mettent en lumière des résultats au moins équivalents, sinon légèrement meilleurs, notamment par rapport à d'autres dispositifs d'accueil en protection de l'enfance, notamment en ce qui concerne la stabilité. Donc, c'est-à-dire qu'un enfant, il va être moins bougé, il va moins changer d'accueil tout au long de son parcours. Et en termes d'intégration sociale des enfants, une fois que la prise en charge est terminée. Ça reste des résultats à prendre avec des pincettes parce que c'est pas toujours facile de discerner ce qui est lié au type de prise en charge en tant que tel, ou ce qui est dû à l'environnement de l'enfant, ce qui est lié aussi au profil de l'enfant avant même du coup qu'on décide de son orientation de placement. Et donc il y a encore une recherche d'un consensus définitif. Il y a beaucoup de recherches qui sont encore menées aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons sur le sujet, avec parfois des résultats contradictoires. Mais disons que, grosso modo, ce qu'on voit, c'est que c'est au moins équivalent, relativement meilleur. Au-delà de l'évaluation de ce mode d'accueil en tant que dispositif, il y a aussi pas mal de chercheuses, il y a 2 chercheuses notamment qui viennent de Suède, qui appellent quand même à considérer davantage l'accueil par un proche, vous l'évoquiez dans votre question, comme une configuration familiale à part entière, qui demande à être accompagné, mais qui demande aussi à être respecté en tant que tel. Donc, c'est-à-dire, considérer quand même que ça vient d'une entraide privée qu'il faut soutenir, parce qu'elle respecte le droit international de l'enfant à vivre dans sa famille. Et donc, ça pose la question d'un soutien public qui passerait pas forcément par le système de la protection de l'enfance, mais qui pourrait prendre la forme d'un soutien social plus souple, parfois qui relève du droit commun finalement, et qui s'inscrirait dans les politiques familiales au sens large. Pour synthétiser un petit peu tout ça, ce qu'il faut retenir, grosso modo, c'est qu'il y a des attraits intuitifs, respect du droit international, stabilité des liens affectifs, des résultats plutôt positifs sur l'insertion sociale, etc. Mais que la littérature scientifique sur le sujet, elle ne fait pas la promotion inconditionnelle de cette modalité d'accueil. Il y a un accompagnement qui est nécessaire. En ça, on s'interroge, c'est les questionnements qu'on a évoqués ce matin, sur est-ce qu'on doit parler de désinstitutionnalisation, puisque finalement, en fait,
ce qu'on appelle, c'est quand même un soutien assez fort, donc pas forcément un retrait de l'institution. Et l'objectif, de toute façon, c'est de faire en sorte que la solidarité publique et l'entraide familiale, elles fonctionnent de concert pour garantir les meilleures conditions d'accueil aux enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, Madame Virginie Avzovoutri, j'aimerais maintenant vous donner la parole. Vous êtes maîtresse de conférence au sein de l'Université Paris-Nanterre et vous avez notamment travaillé sur les enjeux du confiage d'un enfant à un proche sur l'île de la Réunion en menant une enquête auprès de jeunes, de tiers, de parents, de proches. Qu'est-ce que peut nous apprendre la tradition séculaire de confiage à un proche dans cet espace particulier? Quels sont les résultats que vous avez pu observer et qu'est-ce qu'on peut en tirer au moment où justement ce type d'accompagnement et de confiage à un proche a tendance à se développer à l'échelle nationale? Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à cette table ronde et j'ai une tâche qui m'incombe aujourd'hui, c'est de vous présenter un éclairage qui vient de la France, mais d'une France très éloignée de nous, la France de l'outre-mer. Alors, je rajouterai quelque part que je viens vous parler d'une place de chercheur. Et notamment en conjuguant dans mes travaux une identité de psychologue du développement et spécifiquement aussi d'avoir une approche interculturelle dans mon travail. Donc, ce travail de recherche que je viens vous présenter, il a été mené au sein de l'équipe éducation familiale et intervention sociale auprès des familles, qui est une équipe du Centre de recherche éducation et formation de l'Université Paris-Nanterre. Alors, avant même de poursuivre sur l'approche qui a été la mienne et que vous avez à l'écran, peut-être vous préciser le point de départ de ce travail. Alors, ce travail, déjà, vous précisez qu'il a été mené entre 2021 et 2022. Donc, ce qui a une importance puisque il a été mené en grande partie avant la loi de février 2022. Donc, il faudra avoir cet élément en tête au regard des éléments que je vais apporter dans cette présentation. Donc, le point de départ, c'est, alors comme on vous l'a dit, ces accueils, ce type d'accueil par des proches et selon les statistiques qui ne prennent en compte que les tiers dignes de confiance, est un type de placement qui, en fait, représente seulement 8% des placements. Ceci en tenant compte des chiffres également obtenus en métropole, en Outre-mer, excusez-moi, hors Mayotte. Voilà, donc partant de ce constat et également du fait que on a pu être sollicité par les territoires d'outre-mer à partir de questionnements des services territoriaux de l'ASE sur des territoires d'outre-mer concernant l'accompagnement de situations d'accueil chez un proche d'enfant dans le cadre de la protection de l'enfance. Alors, en outre, ce que j'ai oublié de vous dire pour les statistiques, je suis allée trop vite, c'est que, je crois que Lucille en fait référence dans la revue de synthèse, c'est que il y a une surreprésentation de ce type d'accueil dans les territoires d'outre-mer, et ce qui justifie de fait très certainement le questionnement qui émanait des territoires lorsque nous avons entrepris cette recherche.
Alors, cette recherche, elle vise, dans une démarche qualitative, à atteindre une meilleure compréhension des situations de placement chez un proche à travers les points de vue de, je dirais, presque l'ensemble des acteurs impliqués, c'est-à-dire le premier, le jeune, et puis les tiers, les parents et également les professionnels. Alors, les données que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est aussi des données que j'ai sélectionnées dans cette recherche très riche autour de ce qui va permettre d'éclairer l'articulation entre le placement chez un proche, enfin l'accueil chez un proche, dans le cadre de la protection de l'enfance et une pratique informelle inscrite dans une tradition sur le territoire de La Réunion. Alors, je vais commencer du coup ma présentation par, je pense, un préalable indispensable. C'est celui de situer l'approche dans laquelle cette recherche a été menée. C'est un travail qui s'appuie sur des approches qui sont dites culturo-écologiques, qui permettent de rendre compte des processus éducatifs dans leur contexte, de prendre en compte du coup les contextes géographiques, historiques, économiques, sociaux, religieux, familiales, dans lesquels s'ancrent les pratiques éducatives et de socialisation de l'enfant. Donc ces modèles vont permettre d'avoir une approche fine des substrats dans lesquels vont s'ancrer les processus éducatifs. Ceux-ci, non pas dans une perspective déterministe, mais dans une perspective interactionniste, une perspective systémique qui prend en compte la dynamique dans laquelle ces substrats et les acteurs de l'éducation, de la socialisation et les sujets de la socialisation vont participer du coup de manière active, à part entière, à l'ensemble de ces processus. Alors, ce travail s'appuie sur une revue de littérature que nous avons pu construire au sein de notre équipe, et que j'ai également complété par plus spécifiquement une centration sur la question de l'éducation familiale à La Réunion. À partir de ces travaux, bien entendu, c'était l'idée et l'objectif d'identifier les fondements socio-historiques et anthropologiques sur lesquels se fondent ces processus, avec toujours, je le répète, cette perspective dynamique d'évolution des références et d'interaction qui se produisent par l'action, l'engagement des acteurs. Alors, effectivement, il faut avoir en tête que nous nous situons dans un contexte qui est marqué par un passé historique spécifique, celui de l'esclavage, celui de l'engagisme, celui de la société postcoloniale et celui de la départementalisation qui, dans l'ensemble des travaux qui ont pu être menés et que nous avons pu examiner sur l'éducation familiale, vont avoir un rôle à jouer dans les processus éducatifs. Mais c'est aussi leur ancrage anthropologique et à travers les référents culturels et religieux que ces processus vont être eux aussi spécifiques sur ces territoires.
Et dans une perspective qui tient compte du maillage que construisent les acteurs entre ces différentes références, c'est aussi prendre en compte cette dynamique constructive et qui se retrouve à travers les processus de créolisation qu'on connaît à La Réunion, mais dans d'autres territoires d'outre-mer. Donc c'est dans cette perspective qui permet de placer le phénomène étudié dans son contexte, dans le substrat dans lequel se fonde l'éducation familiale, que cette recherche a été menée. Et c'est ainsi que nous avons conçu cette recherche de manière à prendre en compte de façon la plus juste possible les processus éducatifs et avoir une meilleure compréhension de ces processus. Alors, sur la question vraiment des travaux sur lesquels je tiens plus particulièrement à m'arrêter aujourd'hui, c'est ceux qui ont été menés sur la question du confiage informel traditionnel à La Réunion. Alors, pour autant vous dire, ils sont extrêmement rares et ceux qui se centrent vraiment spécifiquement sur ces situations de confiage à La Réunion se comptent au nombre de 2 à ma connaissance. Et notamment les travaux de Laurence Pourchet qui va pouvoir dégager la logique des différentes situations de confiage traditionnelles à La Réunion, à travers un travail ethnographique qu'elle a pu mener pendant 5 ans sur le territoire. Alors, ce travail nous permet d'identifier, comme vous le voyez, des caractéristiques principales du confiage traditionnel à La Réunion. Un confiage qui peut être temporaire ou définitif, qui répond ou s'explique par des motivations différentes, des motivations qui peuvent relever d'une obligation dont les acteurs vont méconnaître les raisons. C'est aussi une obligation d'ordre coutumier. C'est des raisons qui trouvent aussi leur origine dans un processus d'équilibration ou de compensation du départ d'un des enfants lors d'un mariage. Le départ de la fille aînée sera compensé par le confiage d'un enfant à la mère, donc à sa grand-mère. C'est aussi des raisons qui s'appuient sur le choix, dans la tradition de l'enfant, d'aller vivre chez un proche. C'est aussi des raisons de protection. C'est l'évitement de certains abus, de certaines violences lors de la recomposition du foyer après séparation des parents. Donc, on a un éclairage ici avec des raisons bien différentes. De la part des adoptés, ce que souligne le travail de Laurence Pourchet, c'est que les raisons sont bien souvent inconnues. Sur la spécificité maintenant du choix des éducateurs auxquels l'enfant est confié, celui-ci est bien souvent guidé par un principe de prédominance de la parentèle et une importance notamment de la branche maternelle de la famille dans l'accueil et plus particulièrement aussi de la parenté spirituelle. Alors cette parenté spirituelle, elle trouvera aussi des raisons aussi liées
au passé esclavagiste, hein, qui vient inscrire dans la parenté spirituelle principalement les grands-mères maternelles qui, assistant et les mères dans leur accouchement, étaient désignées comme marraines, hein, pour assurer l'éducation de l'enfant si la mère venait à mourir au cours de l'accouchement. Alors, cette question aussi, c'est du choix des éducateurs. C'est aussi, hein, je voulais déjà un petit peu avancer, c'est aussi cette question de l'équilibration des tailles de la fratrie au sein d'une même famille. Donc, à partir de ces éléments, hein, on voit comment un petit peu ce cadre de manière traditionnelle l'accueil chez un proche sur ce territoire réunionnais. Alors, de l'autre côté, je vais peut-être aller assez vite, hein, sur ces éléments. Je vous rappelle à travers cette diapositive les cadrages juridiques, hein, de l'accueil formalisé de l'enfant par un proche dans le cadre de la protection de l'enfance. Donc on y retrouve, hein, les textes qui constituent le cadrage du placement dans le cadre judiciaire de l'assistance éducative, mais aussi dans le cadre de l'aide éducative. Et je vous le rappelle, hein, un travail qui, en fait, mon travail de recherche est situé essentiellement alors qu'il n'y avait d'existant que ces cadres juridiques-là, puisque la loi du 7 février 2022 n'interviendra qu'à toute fin de mon recueil de données. Donc, cette opportunité d'accueil par un proche appartenant à la parentèle de l'enfant ou hors de cette parentèle, eh bien, maintenant fait l'objet d'un examen systématique et, le cas échéant, d'un accompagnement. Donc, des conditions d'application, hein, qui maintenant sont assez différentes de celles dans lesquelles je me trouvais au moment du recueil de données sur le territoire de La Réunion. Alors, ce que je vous propose, c'est de croiser c'est ce confiage traditionnel et ce confiage institutionnalisé. C'est aussi la situation dans laquelle je me suis trouvée lorsque j'ai rencontré l'ensemble des acteurs sur le territoire réunionnais. D'une part, l'accueil formalisé de l'enfant par un proche comme une institutionnalisation de la circulation des enfants à La Réunion. C'est une opportunité que perdure une tradition réunionnaise où parenté et parentalité sont complémentaires. Et c'est également, hein, même si cet accueil traditionnel est moins pratiqué depuis la départementalisation, c'est tout de même un confiage, le confiage traditionnel, qui représente une pratique encore très inscrite dans les mémoires de La Réunion. Donc l'accueil formalisé de l'enfant par un proche dans le cadre de l'assistance éducative ou de l'aide éducative comme une prise en charge institutionnelle s'appuyant sur la tradition est l'hypothèse que nous avions posée dans ce travail. Alors nous avons rencontré sur le terrain, donc je précise encore, hein, un terrain qui s'est déroulé entre décembre 21 et novembre 22. Les situations qui ont été évoquées et travaillées dans cette recherche sont au nombre de 12. Alors, ces situations, eh bien, 9 relèvent de situations administratives et dans
toutes ces 9 situations, il y avait une mise en place d'un suivi par un référent en milieu ouvert et donc d'une aide éducative à domicile par les services de l'ASE. À ces 9 situations, on a pu également travailler sur 3 mesures de tiers dignes de confiance qui étaient chacune associées à une AEMO. La durée de placement, vous le voyez dans les situations, est très large, hein, des placements qui débutent et puis des placements qui maintenant sont plutôt durables, on va dire. On a également des placements donc, qui concernent des filles, mais aussi des garçons, entre 2 ans et 7 ans. Là aussi, une grande diversité sur les niveaux de développement des enfants concernés. Et à avoir en tête que 4 situations sont des placements, non pas dans la parentèle, mais des placements chez un tiers extérieur à la parentèle. Alors, à partir de ces situations, nous avons réalisé 31 entretiens semi-directifs, 12 ont concerné des tiers. Donc là, on voit bien que ce que nous disait Lucille sur la situation qui est celle de une situation qui est une affaire de femmes se retrouve quand on regarde qui sont ces tiers. Effectivement, essentiellement des femmes. Les jeunes, je vous en ai parlé, hein, j'ai pu rencontrer alors sur l'ensemble des situations 3 garçons et 3 filles qui se situent entre la préadolescence et l'adolescence et enfin, pas enfin parce que j'ai pu rencontrer 14 professionnels et enfin seulement 2 mamans ont accepté de me rencontrer pour ces entretiens. Alors, je vais passer maintenant à quelques résultats extraits de ce travail. Je me suis centrée, comme je vous l'ai dit, sur la question de l'articulation entre l'accueil traditionnel et l'accueil institutionnalisé dans le cadre de la protection de l'enfance. Et quelque part, entre cette approche par situation et cette approche par statut, qui était l'approche en fait la plus pertinente au regard du territoire dans lequel s'est ancré ce travail de recherche. Alors tout d'abord, effectivement, un point central qui a été déjà mis en avant lors de la première table ronde, c'est la question de la mobilisation d'une solidarité familiale. Alors cette solidarité familiale, c'est une solidarité très active. Elle est présente dans la grande majorité des situations. C'est une solidarité qui, selon les mots des acteurs qui ont été interviewés, qui intervient automatiquement. C'est une solidarité naturelle, mais c'est évident. Donc, on a quelque chose ici qui vient se construire, parfois d'abord de manière informelle, et puis se consolider à travers l'institutionnalisation et le placement formalisé dans le cadre de la protection de l'enfance. Mais cette solidarité familiale, il faut aussi reconnaître qu'elle est associée à un refus à une impossibilité pour les familles d'envisager le placement de l'enfant à l'extérieur de la parentèle. Alors, il faut avoir ici peut-être une pensée à propos de
du traumatisme encore très fort dans la société réunionnaise au regard du placement, on va dire même du déplacement, du transfert forcé de plus de 2000 jeunes de l'île de la Réunion vers la métropole qui s'est déroulé entre 1962 et 1984 et que Marion Feldman a pu éclairer par un travail extrêmement riche sur le traumatisme des enfants déplacés de la Creuse. Alors, c'est effectivement donc cette solidarité qui ressort, une solidarité familiale active qui, quelque part de manière unanime, quel que soit le point de vue, qu'on analyse, qui ressort de ce travail. Alors, c'est aussi un accueil qui repose sur la tradition et qui va pouvoir fournir à travers la culture familiale stabilité et sécurité. C'est aussi quelque chose que la première table ronde a aussi mis en avant. Alors, c'est en fait tout n'est pas à construire, disent certains professionnels. C'est s'appuyer sur un substrat déjà présent, un substrat qui, dans la famille réunionnaise, va en fait permettre à l'enfant de se situer dans un environnement familial où il est reconnu comme appartenant à ce milieu, comme quelqu'un à part entière. Et là, nous rapprochant des besoins de l'enfant, c'est une contribution à la construction de l'identité, à une contribution à la construction de son sentiment d'appartenance. Et donc, pour lui, des conditions optimale de développement. Sécurité, construction de l'identité, sentiment d'appartenance que promeuvent ces environnements de placement. Alors, effectivement, c'est le croisement de cette solidarité privée et de cette disons, de ce soutien que va assurer l'institutionnalisation qui va permettre cela. Alors, si on a quelque part une activation des éléments qui trouvent leur ancrage dans la tradition, le besoin de clarification est unanime. Le besoin de clarification pour les tiers, le besoin de clarification pour les parents, le besoin de clarification pour l'enfant et pour les professionnels. Ce besoin de clarification du côté des familles qui se proposent d'accueillir le jeune, c'est un besoin qui déjà s'implante de manière informelle et qui parfois va précéder l'institutionnalisation. La décision d'accueillir le jeune au sein de la famille va impliquer une réunion familiale et va faire l'objet d'échanges au sein de la famille, alors famille élargie, au sens de celle que se mobilise bien souvent sur le territoire de la Réunion. Et c'est de cette discussion à partir de cette discussion que commence une clarification. Une clarification qui permet à chacun de pouvoir occuper une place dans l'éducation de l'enfant et à l'enfant de pouvoir aussi trouver sa place dans la configuration familiale.
je vais aller, du coup, je vais aller vite. Voilà, donc une clarification tout de même nécessaire, une clarification informelle, mais aussi une clarification formelle. Des fois, il faut ne pas oublier que la clarification informelle n'est pas forcément présente. Alors, c'est aussi cette clarification en lien avec la question des remaniements au sein des relations dans le système familial accueillant l'enfant, qui est importante. Et là, je rejoins aussi la nécessité de penser l'accompagnement et ce que font un certain nombre de professionnels à La Réunion, de penser l'accompagnement non pas seulement du tiers, mais aussi de l'ensemble du système familial du tiers ou du proche qui accueille l'enfant. Enfin, et là aussi, c'est aussi la question des besoins et à travers l'accompagnement, des besoins des tiers, des besoins qui sont hétérogènes, qui relèvent de dimensions administratives, de dimensions éducatives, mais aussi le soutien des tiers, des proches, afin d'assurer une disponibilité, et notamment une disponibilité psychologique pour pouvoir promouvoir auprès de l'enfant un environnement favorable à son développement et qui va répondre à ses besoins. Et là, je rejoins effectivement l'accompagnement et des besoins de répit que ces tiers peuvent exprimer lors des rencontres. Voilà, donc je vais en terminer là. Ce confiage à La Réunion, c'est une situation qui s'appuie, qui s'enracine sur une tradition de circulation des enfants. Et cette tradition est un facteur d'optimisation de la prise en charge pour tous ces acteurs, qui vient répondre à l'ensemble des besoins de ces acteurs, mais qui aussi a besoin, malgré tout, et je veux dire en plus d'un étayage institutionnel. Et je parle du coup d'un étayage aussi mutuel pour conclure ma présentation. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup. Donc, je vais passer la parole à Sandrine Pépi, qui est la troisième et dernière intervenante dans la table ronde. Sandrine Pépi, vous êtes directrice des programmes nationaux de la Fondation Droits d'Enfance, qui comprend notamment le 116 000 enfants disparus, Parer contre l'exploitation sexuelle des mineurs et le Service social international France, que vous représentez plus spécifiquement aujourd'hui. Donc le Service social international, qui est une organisation internationale de protection de l'enfance et qui défend notamment la possibilité de placer l'enfant auprès d'un membre de sa famille élargie, y compris à l'international. Selon vous, en quoi cette solution peut être parfois favorable au fait de confier un enfant à une institution sur le sol français, par exemple? Et pourriez-vous également nous expliquer en quoi consiste le concept d'équité en matière de permanence défendu par le SSI dans ces cas précis? Merci. Bonjour à tous. Je mets le micro, parce que... voilà. Sinon, je préfère parler comme ça. Bonjour à tous. Effectivement, je vais vous parler de l'exploration du contexte familial au niveau international et comment envisager ce placement intrafamilial à l'étranger. On a beaucoup parlé de ce qui se passait au sein de la France, dans les différents pays, comment cela fonctionnait, mais il y a aussi d'autres possibilités de justement placer un enfant dans sa famille élargie à l'étranger. Rapidement, je vais vous parler du SSI. Donc Julien en a parlé, mais il travaille à protéger les enfants et à réunir les familles qui ont été séparées à travers les frontières, et ce depuis 100 ans. Et on a un réseau global qui est présent à peu près dans 120 pays de plusieurs membres. Et le droit d'enfance est le partenaire français du Service social international depuis octobre 2018. Et nous travaillons au quotidien à la gestion de cas individuels sur des questions de protection de l'enfance à l'international. Ça a été justement dit juste avant, mais on défend le fait que vraiment pour chaque enfant qui doit entrer ou qui est déjà dans le système de protection de l'enfance de remplacement, l'exploration par les professionnels des possibilités de sa famille, d'un placement au sein de sa famille élargie et conformément à tous les standards internationaux. On soutient effectivement que c'est très important.
Il y a plein de standards internationaux, je vais vous les montrer, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui est important, c'est que vous ayez connaissance que ça existe et qu'aujourd'hui, il y a la loi Taquet, on en a beaucoup parlé depuis ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement à l'international et surtout vous dire que ça existe depuis longtemps parce qu'il y a des textes internationaux qui sont en place et qui prévoient ce système de tiers dignes de confiance, mais pas que. Tout ce qui est placement de manière générale à l'étranger et à l'international est prévu. Donc voilà, la question se pose vraiment de savoir cette vérification peut aussi se faire comme ce qui est prévu dans la loi Taquet, on en a parlé ce matin, avec cette obligation de vérifier systématiquement s'il n'est pas possible de confier l'enfant à une personne de son entourage avant d'envisager son placement à l'ASE. Eh ben, posons-nous là au niveau international et je vais en parler un petit peu sur ce qui se fait au niveau du cadre légal. Alors là, il y a plein de textes, je vous les ai mis là, c'est plus pour que vous les ayez, que vous les ayez en tête. Il y a déjà aujourd'hui une convention, la Convention internationale de l'AE, qui est une convention sur la protection des enfants, quand même qui a un rôle important, dont l'autorité centrale qui est le DEDIP et le ministère de la Justice qui est compétent sur ces questions-là et qui travaille sur tout ce qui concerne le placement de l'enfant au sens assez large en fait. C'est dans une famille d'accueil, dans un foyer, en termes de tiers dignes de confiance, sur ces questions-là. Il y a aussi au niveau européen beaucoup plus en tout cas réduit le règlement de Bruxelles de Terre qui prévoit aussi la compétence là pour cette fois-ci de la protection judiciaire de la jeunesse et qui est compétente pour évaluer et travailler sur cette question de placement dans la famille élargie, mais comme pour la Convention de l'AE, elle n'est pas limitée aux tiers dignes de confiance. Ce règlement de Bruxelles de Terre, il est rentré en vigueur le 1er août 2022, mais il a été voté en 2019. Et puis il y a tous les autres parties, tous ceux qui ne sont pas partis à la Convention de l'AE, ni au règlement parce que ce n'est pas un pays européen. Il y a parfois des conventions bilatérales entre deux pays, entre la France et plusieurs pays, mais qui, elles, sont pas vraiment très claires sur cette question des tiers dignes de confiance. Donc, quand l'État n'est pas parti à une convention, au règlement, et qu'il n'y a pas de convention bilatérale, et que donc l'application est limitée, là, il y a l'intervention du SSI qui se fait en lien avec les membres de son réseau, et également en lien avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, son bureau du BPMF. Ce que je voulais montrer sur l'enfant et français. Ce que je voulais montrer là surtout, c'est qu'en fait, finalement, il y a un cadre légal qui existe depuis longtemps et qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs et d'intervenants. On a le ministère de la Justice, on a la DPJJ, enfin ministère de la Justice au niveau du DEDIP, on a la DPJJ aussi côté justice, on a le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, on a le SSI qui intervient comme acteur de la société civile et qui va venir aider à sécuriser les placements qui sont faits et à faire du lien et à être en complémentarité avec tous ces acteurs qui existent. Soit quand il y a déjà des conventions, soit quand il n'y en a pas. Notre rôle n'est pas le même et donc je vais en discuter un petit peu plus avec vous, enfin en échanger un peu plus. Ensuite, donc voilà, je voulais un petit peu plus faire le focus sur les actions du SSI. Ce qu'on fait concrètement au quotidien, mais pas que sur la question des tiers dignes de confiance, c'est guider les services ASE sur le cadre applicable. Donc là, si on reste sur cette question des tiers dignes de confiance, on va les orienter quand il y a une des conventions ou un des règlements qui existent vers une des autorités compétentes et agir, si c'est possible, avec l'aide de notre réseau global lorsqu'il n'y a pas de convention ou lorsque l'on est sollicité directement par ces interlocuteurs-là. C'est vraiment notre rôle au quotidien. On essaie de promouvoir cette approche et la place aussi du travail social dans tous ces standards internationaux, parce que c'est beaucoup de standards, il faut vulgariser, il faut rendre les choses un peu plus accessibles à tout le monde et prendre cette place du travail social et comment ça s'applique. Quand on est vraiment sur, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas parti à des conventions, on agit vraiment en direct avec notre partenaire local, avec des demandes d'évaluation, des liens qui sont faits avec nos partenaires, et nos partenaires font des liens avec les autorités locales du pays. Je prendrai des cas tout à l'heure un peu plus précis pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce qui a pu être fait sur des pays différents, mais en tout cas l'idée c'est vraiment d'accompagner ce suivi, de pouvoir, cette idée derrière tout ça elle est quand même de pouvoir proposer une solution supplémentaire pour l'enfant et que le juge puisse prendre une décision en ayant toutes les options possibles pour l'enfant au regard de sa situation. C'est vraiment ça qui est important et donc nous on vient appuyer et on vient essayer d'obtenir cette évaluation si c'est pour que l'enfant soit accueilli chez un tiers digne de confiance à l'étranger. Si c'est pour qu'il vienne en France, nous, on va recevoir l'évaluation, on va faire une demande d'évaluation vers la France et nous, on va s'assurer qu'elle puisse être faite également par les services sociaux, encore une fois en lien avec les autorités si elles sont compétentes en fonction des instruments internationaux. Voilà un petit peu brièvement nos actions. Vous aurez des questions tout à l'heure s'il y en a et ne pas hésiter à nous revenir vers nous. Ce que fait le SSI de manière plus large, là c'est vraiment l'action du SSI France et de l'ensemble des branches du SSI dans le monde au niveau
concrètement et en termes de cas. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait beaucoup de plaidoyer au sein du SSI. On plaide vraiment pour que l'enfant puisse rester dans sa famille élargie. On se fonde vraiment sur la Convention internationale des droits d'enfants et on travaille sur un certain nombre de principes. Dans le cas des tiers dignes de confiance et du placement familial, surtout à l'international, on a travaillé en 2023 et on a développé un document spécifique qui vient guider les professionnels dans leur pratique, qu'on a appelé, alors en anglais c'est Equity in Permanency. En français, ça donne pas une super traduction, mais on l'a traduit comme ça, c'est l'équité dans la permanence, puisque c'était le mot qui correspondait le mieux. Et on a travaillé sur ces principes-là. Concrètement, qu'est-ce que c'est l'équité dans la permanence ? C'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, on se fonde sur les piliers de la Convention internationale des droits de l'enfant et ça présente les principes et les pratiques de protection de l'enfance qui donnent la priorité à l'exploration des placements familiaux sans discrimination d'aucune sorte afin d'obtenir une stabilité à long terme. On vient mettre en place un système de protection et autant que faire se peut la participation de l'enfant lorsque c'est possible et envisageable. On est vraiment, ça vise vraiment à permettre aux professionnels de la protection de l'enfance de prendre une approche fondée sur ces droits de l'enfant, de les mettre au cœur et de promouvoir les politiques et des protocoles qui pourraient garantir les options de placement familial qui seront explorées par les enfants et qui ne peuvent plus être pris en charge par leurs parents. En tout cas, que ce soit temporaire ou que ce soit sur la durée. Aujourd'hui, pour replacer un petit peu dans son contexte, je l'ai dit, on travaille au sein des réseaux internationaux, donc on essaye de voir un petit peu au niveau global dans le monde. Aujourd'hui, c'est 281 millions de personnes qui vivent à l'extérieur de leur pays d'origine, et il y a des millions d'enfants qui naissent dans ces pays dont les parents ne sont pas originaires. Je suis sûre que ça vous fait écho, si vous êtes professionnel de la protection de l'enfance, à des jeunes qui sont dans les institutions, ou en tout cas qui sont accompagnés par vos services, qui ont ces liens avec l'international, et pour lesquels peut-être que pourrait être pensée une autre solution que le placement ou l'accueil dans une institution, dans un dispositif franco-français. Et donc, on veut vraiment montrer qu'il y a des liens familiaux qui vont bien au-delà des frontières internationales. On en a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de choses qui sont faites chez nos voisins ou pas, anglo-saxons, pour particulièrement les Anglais, les Australiens, les États-Unis qui ont fait, et les Américains qui ont fait vraiment des recherches sur ces questions-là, et celles qui ont été menées par le Service social international, qui montrent que malgré tout, même s'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans les pays anglo-saxons, il y a quand même toujours peu d'enfants qui sont placés, en tout cas à l'international, dans la famille élargie. Au Royaume-Uni, aujourd'hui, ça représente que 0,04% des cas. Par contre, c'est très développé au niveau national. Ils essaient de travailler sur ces questions-là, sur le placement qui est appelé, alors on n'appelle pas non plus tiers digne confiance, c'est International Kinship Care. C'est le mot qui est utilisé plus régulièrement, mais concrètement, ça ressemble de près ou de loin à notre définition des tiers dignes de confiance, avec quelques spécificités. Les principes qui sont mis en avant dans ces 7, il y en a 7 en fait, ces principes-là, qui se font déjà premièrement par les droits des enfants, qui renvoient aux articles 3 et 8, 20, 21 et 30 de la Convention internationale des droits de l'enfant. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait des politiques claires qui soient fondées sur une approche des droits de l'enfant, qui explore toutes ces possibilités de placement, mais aussi avant de voir d'autres options autres que la famille élargie. L'idée est d'assurer aussi et d'impliquer l'enfant, de promouvoir son point de vue dans les décisions qui affectent sa vie, de s'assurer de procéder à la détermination de son intérêt supérieur, ce qui est quand même important, surtout quand on essaie de maintenir des liens familiaux, et de promouvoir quand même, on l'a dit et ça a été dit tout à l'heure, le droit de l'enfant à une vie familiale, à des liens avec sa famille, sa parenté, sa culture, où qu'il se trouve dans le monde. C'est quand même ce qui est important, donc il faut vraiment le prendre en compte. Le deuxième principe, c'est l'égalité des chances, c'est l'article 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Lui vient préciser en fait que les systèmes de protection de l'enfance devraient créer des chances équitables pour permettre aux familles de participer aux décisions de placement des enfants, y compris les membres de la famille qui résident à l'étranger. Ils sont souvent oubliés en fait dans les prises de décision, donc ce serait important de pouvoir en tout cas les inclure autant que faire se peut. Et par ce biais-là aussi, l'égalité des chances, c'est aussi avoir accès à des services d'interprétation professionnelle pour favoriser l'accès à la langue, puisqu'on parle bien d'international. Il y a des questions de langue qui viennent interférer, et faire appel surtout à des professionnels locaux pour renforcer le système de protection et de soutien aux familles, puisque c'est tout le fonctionnement du SSI de manière générale, c'est que nous, on fonctionne avec notre contexte local et on fait appel à des professionnels locaux quand on veut aller
avoir une évaluation ou des informations plus précises pour une situation particulière dans un pays donné. Donc il y a vraiment la question de l'interprétation des ressources et des professionnels locaux et tous les conseils aussi, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure, mais qui bloquent en termes d'immigration et de visa, parce que c'est quand même un sujet. C'est pour ça que certains placements familiaux à l'international ne peuvent pas se faire, parce qu'en fonction des pays et des pratiques et des lois qui sont en termes d'immigration ne sont pas simples. Donc il y a besoin de conseils et d'accompagnement sur ces questions-là. Et l'égalité des chances, c'est que tous les membres de la famille doivent pouvoir être entendus et donner un avis s'ils souhaitent le faire. Le troisième principe, c'est, je l'ai dit un petit peu dans l'égalité des chances, mais je vais revenir sur cette expertise locale, c'est vraiment faire appel à un travailleur social local pour effectuer les évaluations et conseiller l'enfant sur la manière dont il pourrait accéder aux services, évaluer ses droits. Encore une fois, toute la question des visas. Et il faut examiner les options de placement légalement disponibles dans le pays d'accueil. Ce qui est important, c'est pouvoir faire ce parallèle entre ce qui existe chez nous, si je prends le cas, si on est le pays d'origine et le pays d'accueil. Parce qu'il y a des choses qui ne seront pas possibles et envisageables en fonction du pays. Donc il faut vraiment avoir en tête ces éléments-là. Et ce qui est important dans cette expertise locale, c'est qu'il faut communiquer. Il faut plus de communication entre les États et les mécanismes de coopération existants. Il faut savoir s'en saisir et les utiliser, tels que ceux que j'ai cités tout à l'heure, comme la Convention de La Haye, par exemple, mais il y en a d'autres. Il faut vraiment s'en saisir et c'est en ça que nous, notre rôle, il est là. Finalement, on vient mettre de l'huile dans les rouages d'un système qui existe, qui est en place depuis longtemps, qui est très carré, mais qui a besoin un petit peu de fonctionner et d'appui sur ces questions-là. Le principe numéro 4, c'est l'absence de préjugés, qui renvoie à l'article 2 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Tous les systèmes de protection de l'enfance devraient s'efforcer d'éliminer les préjugés implicites et inconscients qui peuvent exister parmi les principaux décideurs et ceux qui vont prendre une décision pour l'enfant, surtout quand ils concernent les placements familiaux. Les exemples qu'on a et qui reviennent le plus régulièrement, c'est les préoccupations sur les différences culturelles. Il y a quand même des questions qui reviennent régulièrement et systémiques qui peuvent arriver. Et le fait aussi dans les représentations et qui peuvent avoir lieu dans les pays d'accueil finalement, si l'enfant est en France et qu'on envisage son placement à Madagascar, on peut le voir aussi dans les pays à Madagascar, pourrait dire la même chose, qu'il est plus sûr pour l'enfant de rester placé en France que d'aller à Madagascar. Donc il y a plein de choses aussi sur les représentations à déconstruire et à travailler. Et encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est apporter une solution et une possibilité supplémentaire. La décision reviendra au juge en fonction des éléments qu'il aura par rapport à une situation donnée. Chaque situation est différente, chaque enfant est différent, donc il faut vraiment prendre en compte cette singularité. Le principe numéro 5, c'est l'identité qui renvoie à l'article 8 et l'article 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Il faut vraiment veiller à explorer toutes les options potentielles, y compris à l'étranger, en veillant à ce que l'enfant puisse maintenir ce qui est vraiment important et ce qui est précisé, sa culture, ses racines, sa famille élargie, sa communauté et ses traditions lorsqu'il y en a. Quand on parle sur certains, on a parlé de la Réunion tout à l'heure, il y a des choses autour des traditions qui sont quand même importantes. Il faut quand même veiller au respect de ces traditions lorsqu'elles sont en place. Le principe numéro 6 va sur la planification adéquate. Ce qui est important dans les systèmes de protection de l'enfance, c'est qu'on doit préparer l'enfant à un placement auprès d'un membre de sa famille à l'étranger. Et ça marche dans l'autre sens aussi. Il faut préparer la famille qui a des besoins, qui a des demandes. C'est aussi pour ça qu'il y a des services de tiers dignes de confiance qui ouvrent en France aujourd'hui et qui ont ouvert dans d'autres pays sur la question de la préparation des familles. Il faut élaborer un plan de transition qui prévoit un soutien aux personnes chargées de s'occuper de l'enfant, un suivi local auprès du placement et la mise en relation avec des ressources qui sont utiles et adéquates. Et il faut surtout, une fois que le placement a été décidé, prévoir des visites après ce placement afin d'évaluer la transition, comment elle se fait et si le placement peut être durable et se pérenniser dans le temps. Le dernier, je les avais rassemblés un petit peu sur ces questions-là, c'est les responsabilités de chacun. C'est le principe numéro 7, c'est la question de bien mettre en place des bases de données, bien faire le suivi, sécuriser les informations pour que cette communication puisse se faire de manière fluide et que chaque État et chaque décideur puisse prendre ses responsabilités lorsqu'il y a des décisions qui sont prises en matière de placement familial à l'international. Nous, le plaidoyer qui est fait sur ces questions-là et qui est en lien avec les cas qu'on gère au quotidien, ce qu'on peut voir et ce qu'on a comme retour de nos partenaires,
c'est que vraiment, les systèmes de protection de l'enfance doivent faire évoluer leurs politiques et leurs pratiques afin d'explorer toutes ces options-là, et pleinement ces options de placement, de parenté. Il faut vraiment qu'il n'y ait aucune discrimination sur ces questions-là. Donc la loi Taquet, elle est bien parce qu'elle vient poser, elle ne parle pas de la question de l'international, elle parle de l'exploration systématique. Et je pense et on pense de manière générale que systématiquement, la question de l'international, lorsque c'est envisagé, devrait être pensée, en tout cas évaluée à minima. Ça, c'est sur cette partie, sur les principes dont j'ai parlé. Là, je vais aller vite. C'est vraiment un guide dont tout à l'heure j'ai parlé de l'International Kinship Care. Il y a un guide qui est sorti, en tout cas principalement par les anglo-saxons et les anglais qui ont sorti ce guide sur des bonnes pratiques des professionnels qui souhaitent placer les enfants, ou en tout cas envisager le placement de l'enfant par des autorités dans un membre de la famille élargie. C'est juste les thématiques qu'on revient, ce que j'ai repris quand même dans les principes, hein, ça revient, c'est toute l'évaluation initiale avant les procédures, il y a quand même tout un travail d'évaluation en amont. Pendant la procédure, c'est comment obtenir cette évaluation à travers la coopération et la communication dont j'ai parlé, la planification qui est nécessaire et la procédure, une fois que l'enfant est arrivé, comment ça fonctionne. Un point important dans la planification, c'est aussi comment l'enfant se déplace. Il y a quand même tout le suivi de l'enfant une fois que la décision est prise et qu'il faut qu'il aille dans le pays, dans son nouveau pays en tout cas d'accueil. Il faut travailler à ce déplacement de l'enfant avec toutes les précautions qui doivent être prises. Et c'est là aussi où on peut intervenir en lien avec nos partenaires. Donc je l'ai mis là surtout s'il vous intéresse. Alors il est qu'en anglais, il n'existe pas en version française, mais je vous mettrai le lien pour quand on diffusera les PowerPoints. Dans ce guide-là, il y avait quand même des défis. On en a quand même parlé plusieurs fois, ça revient. Mais les mesures à prendre pour s'assurer que les défis spécifiques sont relevés et que l'accueillant familial est suffisamment soutenu. J'insiste beaucoup là-dessus parce que si on ne prépare pas l'enfant, si on ne prépare pas l'accueillant et que les autorités locales ne savent pas un petit peu prendre en compte cette dimension interculturelle et ses spécificités, ça va être compliqué pour en tout cas qu'il y ait une réussite dans ce placement, ou en tout cas ça sera plus difficile. Donc il faut vraiment, je le répète, l'accès aux ressources et le soutien de la communauté au sens large. Il faut arriver à évaluer s'il n'y avait pas ou peu de relations préexistantes avec l'enfant, parce que beaucoup d'enfants peuvent avoir un lien avec l'international, avec la famille élargie, mais il y a la question des liens, comment ils existaient, comment ils préexistaient, qui doivent vraiment être évalués avant de décider un placement. Donc il faut vraiment... C'est dans l'évaluation de départ où il faut vraiment le prendre en compte. La question des différences culturelles, ça j'en ai parlé, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, elle est quand même importante, et le respect de ces différences culturelles. La gestion des contacts qui sont faits tant au niveau horizontal entre les différents ministères, les différentes entités qui sont en charge, ministères, les juges, les partenaires, les travailleurs sociaux, mais aussi au sein de ces accueillants, avec l'enfant, et aussi les parents, parce que les parents soit peuvent être décédés, mais les parents parfois sont vivants, et il doit y avoir des liens qui doivent être maintenus, et l'information qui est faite auprès de ses parents. Et j'y reviens parce que cette question d'immigration, je le remets, c'est vraiment un souci. On a quand même ce qui se passe aujourd'hui aussi, ce qui peut être compliqué quand on veut mettre en place des systèmes de tiers dignes de confiance. Alors là, ça marche plutôt quand c'est des États, prenons l'exemple de la Guinée vers la France ou Madagascar, parce que je pourrais le reprendre, est un bon exemple sur ça. Plutôt que de placer l'enfant avec un système de tiers digne de confiance, on va passer par une adoption intrafamiliale, ce qui n'est pas forcément la bonne solution, puisque j'ai parlé avant de la préparation, des ressources, du respect de la culture, ce qui n'est pas forcément le cas quand on passe par une adoption intrafamiliale. Mais par contre, ça permet d'éviter de la question du visa et de l'immigration qui pose des difficultés à ce niveau-là. Donc ça, je voulais le mentionner quand même. Et ensuite... je voulais juste concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai pris 3 cas un peu différents sur nous, au SSI, le rôle qu'on a eu, ce qu'on a joué et ce qui s'est passé en tout cas sur ces situations. La première est une vignette qui concerne la Guinée et la France, où le SSI a été saisi par un service de l'ASE concernant la situation d'une dame qui souhaitait devenir la tutrice de son neveu qui se trouve en Guinée. La maman était décédée depuis plusieurs années et le père est décédé en mai 2023. Elle est actuellement prise en charge par une grand-mère paternelle âgée ayant des problèmes de santé. Et le département souhaitait avoir des informations sur le cadre légal en Guinée et la procédure à suivre. Concrètement, c'est exactement ce qu'on fait au quotidien au SSI, donc il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter sur ça, parce que là, j'ai pris le cas de la Guinée, mais on pourrait prendre tous les pays. Ce qu'on fait concrètement, c'est ça. En pratique, c'est pour un peu étayer ce que je viens de dire et apporter un peu plus de pratique. On fait des recherches sur le cadre légal de protection de remplacement sur la Guinée dans ce cas-là. On le fait, alors j'en ai pas parlé dans la présentation, mais
le siège social du service social international se situe à Genève. Il a un centre international de référence qui travaille beaucoup sur des questions de plaidoyer, mais aussi sur des recherches, des fiches pays, sur différentes thématiques. Donc on fait le lien avec eux et le lien avec notre partenaire en Guinée pour voir un peu qu'est-ce qu'il peut nous apporter comme étrillage sur ce qui existe. Parce qu'encore une fois, on ne connaît pas tout. Nous, le SSI France, on fait 50%. Le reste est fait par nos partenaires au niveau local. Ensuite, on demande donc, une fois qu'on a eu les informations sur le cadre légal, que ce système-là, en tout cas la question des tiers dignes de confiance peut être envisagée en Guinée. On va demander au SSI guinéen de réaliser une évaluation complète de la situation de l'enfant et celle de la grand-mère, le lien qu'il a avec la tante et les autres possibilités de prise en charge en Guinée. Parce qu'il y a cette possibilité, mais il peut y en avoir d'autres également. Dans le même temps, il va y avoir une évaluation de la tante en France par le service ASE, qui est donc en lien avec l'enfant. Des conseils sur la procédure de tutelle en Guinée, la reconnaissance en France ou inversement, des informations sur la procédure de visa ou appui lorsque c'est possible. Et si le juge décide que le placement, que cette jeune fille peut partir en Guinée, il va y avoir un appui sur le plan de transition, la mise en lien avec l'attente, l'organisation du voyage dont j'ai parlé tout à l'heure qui est important, et le suivi du placement. En général, quand on est, alors là ce qui n'est pas le cas, mais quand on est dans le cadre de la Convention, la décision s'applique automatiquement dans le pays quand on est dans le cadre de la Convention de l'Haye, ce qui ne va pas être le cas pour la Guinée. Après, j'ai pris un deuxième cas où là, on a été saisi sur orientation du DEDIP, donc qui est l'autorité centrale au sein du ministère de la Justice sur la Convention de 96 de l'Haye, où le DEDIP a orienté une juge pour enfants qui a saisi le SSI France concernant la situation d'une jeune fille qui a fait l'objet d'un placement pendant plusieurs années et se trouve maintenant chez sa mère avec une mesure d'AEMO. La situation est compliquée, la jeune fille a exprimé le souhait d'aller vivre chez sa demi-sœur à Madagascar et le juge pour enfants envisage un placement chez la demi-sœur en tant que qualité de tiers digne de confiance. Mais il y a un besoin d'évaluer cette situation, les capacités éducatives de la demi-sœur, les conditions d'accueil. Donc le même système que pour la Guinée, on prend attache avec notre partenaire à Madagascar pour voir s'il peut intervenir ou non. Ça ne sera pas le cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque pays est différent, chaque situation est singulière. Lorsque le SSI Madagascar, dans cette situation-là, accepte d'intervenir, il y aura des frais, je voulais le mentionner là, parce qu'en pratique, il y a quand même des frais, là je parle des procédures qui existent, mais il y aura un devis qui sera important, parce qu'il y aura une évaluation à faire. Dans le cas de la demi-sœur, elle habite à l'extrémité de l'île et la route n'est pas praticable. Donc il y a des frais aussi de déplacement, il faut prendre en compte ces éléments-là, les frais d'hôtel, donc ce qui fait qu'il y a quand même, pour évaluer cette situation-là, il y a un devis et des coûts qui sont importants. Et donc, l'ASE, dans cette situation, a décidé de dire, OK, au regard des coûts qui sont importants, ils veulent voir si la situation évolue d'abord en France avant d'accepter ou non le levier. On a eu des retours de cette situation quelques mois plus tard, il y a eu des évolutions, donc il n'a pas été donné suite à cette situation. Dans certains cas, on va avoir l'inverse. Même si le coût est important, au regard de la situation, au regard des difficultés qui sont rencontrées et l'intérêt pour l'enfant de se projeter sur ce type de mesures, en tout cas sur du long terme et dans son projet de vie, sera de voir un petit peu, sera utilisé dans certains cas. Le dernier cas que j'ai pris, il est avec le Pérou, et c'est justement là où on a travaillé à tout pareil, un petit peu la même chose, même système, avec Maria qui vit au Pérou, qui est victime de viol par son père, qui est confiée à sa grand-mère, où tout se passe bien, aucune difficulté jusqu'à l'adolescence, mais à ce moment-là, la grand-mère confiage par la grand-mère à la tante qui déménage en France. La grand-mère ayant des difficultés et des problèmes de santé ne peut plus s'occuper de Maria. Malheureusement en France, elle est à nouveau victime d'abus sexuels par le conjoint de la tante. Donc il y a un placement au sein de l'ASE. Ce placement est difficile. Il y a des difficultés au niveau de Maria qu'elle exprime et qu'elle exprime vraiment son souhait de vouloir retourner au Pérou pour lequel elle a vécu jusqu'à son adolescence et si possible avec sa grand-mère qui est toujours en vie mais avec des conditions de santé un petit peu défavorables en tout cas pour l'accompagnement au long terme. Donc même système, on saisit notre partenaire. Là, il y a quand même un rapport qui est fait, qui est transmis. Mais ce qui est décidé, c'est que, dans le rapport, il est précisé que ça va être compliqué, qu'il n'y a pas les conditions nécessaires au Pérou pour accueillir Maria. Et donc, il va y avoir tout un travail d'explication auprès de Maria, avec les services de l'ASE. Notre travail à nous pour discuter avec l'ASE et l'ASE avec Maria derrière, pour expliquer pourquoi ça va être compliqué à envisager ce retour-là.
Et tous ces rapports-là l'ont quand même aidé à comprendre son histoire, parce que derrière tout ça, on en parle depuis tout à l'heure, il y a l'histoire du jeune, il y a sa culture. Donc ça l'aide à comprendre pourquoi elle ne peut pas retourner aujourd'hui dans sa famille. Et il y a tout un travail qui est entamé par l'ASE. Nous, on n'a plus de rôle à ce niveau-là pour investir sa famille d'accueil en France. Je voulais montrer trois situations quand même différentes. Avec ici, finalement, on a fait l'évaluation, mais in fine, l'évaluation était défavorable et ça a permis à Maria un petit peu de se projeter, de comprendre son histoire et pourquoi aujourd'hui elle se retrouvait dans ce système de protection de l'enfance en France et pourquoi c'était pas possible pour elle de bénéficier de l'accueil tiers digne de confiance. J'espère avoir été claire. N'hésitez pas de toute façon à revenir vers moi s'il y a des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir davantage sur le SSI et ses missions, il y a des plaquettes informatives qui ont été mises dans le foyer à l'entrée, donc n'hésitez pas à les prendre. Il y avait d'autres questions que je voulais vous poser, mais on aimerait bien aussi vous laisser la parole dans la salle. Donc s'il y a des questions, encore une fois, n'hésitez pas à vous manifester. Je pense qu'on a le temps pour prendre 2 voire 3 questions si on arrive à être concis. Oui, il y a une question au milieu là. Est-ce que je peux... Bonjour. Moi j'ai une question justement suite à la dernière intervention pour la question de la temporalité. Travaillant dans un service de TDC, on voit l'évaluation qui est importante en termes aussi de rapidité. Et du coup, de l'international, je me pose la question de la temporalité de cette évaluation et du placement de l'enfant entre-temps. Alors, je vais vous répondre qu'elle est variable, la temporalité, en fonction des pays. Effectivement, on essaie de demander à ce que ça soit le plus rapidement possible, mais on prend en compte aussi les aspects culturels du fonctionnement de chaque pays, les situations administratives, et aussi politique dans chaque pays qui va faire que l'évaluation, donc ça peut prendre de quelques semaines en fonction du pays. Si on est au niveau de l'Europe ou certains pays, ça va même pas prendre quelques semaines, c'est même plusieurs mois quand même malgré tout. Et quand on est après, tout dépend de ce qui est demandé. S'il y a quelque chose qui est précis qui est demandé, parce que j'en ai pas parlé, mais c'est pareil, l'évaluation, on y met quoi dedans? Puisque chaque pays a ses propres codes sur ces questions-là, chaque pays a son fonctionnement. Donc s'il y a une demande de rapport qui est précise avec des questions précises, là, ça peut prendre un peu plus de temps. Par contre, si on laisse le pays faire une évaluation comme lui ferait ses évaluations dans son propre pays, là, ça peut être plus rapide. Mais encore une fois, ça va dépendre des pays. Donc ça peut prendre, pour être honnête, entre plusieurs mois, voire sur certaines évaluations, 1 an. Donc il y a la question du placement, c'est pour ça, entre-temps. Mais vraiment, chaque situation est différente. Donc c'est pour ça, il faut toujours... En tout cas, demander si c'est possible de faire cette évaluation et nous poser la question en fonction du pays, en fonction du délai et ce qui va être demandé précisément. Voilà. D'autres questions dans la salle ? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous poser celle qui était prévue. La première question que je souhaitais poser, c'est en ce qui concerne quelque chose qui est revenu plusieurs fois dans la journée, c'est la question du changement de statut des tiers digne de confiance. Donc un enfant qui peut être confié à un tiers, ce tiers ensuite peut devenir potentiellement son adoptant, par exemple. Et donc tout ce qui s'apparenterait à une rupture de parcours, en quelque sorte, dans le cadre d'un placement institutionnel plus classique, où l'enfant passerait, par exemple, d'une MEX à une famille d'accueil, puis à un service de semi-autonomie, etc. Là, c'est en restant dans le même univers affectif, relationnel. Et qu'est-ce que ça change, cette continuité dans le parcours, par rapport à la rupture du parcours ? Merci pour votre question. Oui, il y a un paradoxe, on parle de changement de statut, et puis en fait, il y a changement, mais pour autant, ça contribue à la stabilité de la situation du jeune. C'est l'idée que, en fait, il y a des statuts qui peuvent donc évoluer parce qu'ils sont plus ou moins sécurisants. Parfois, ils entérinent aussi le fait que l'enfant ne pourra pas retourner au domicile parental. Et ça permet de sécuriser l'accueil, en même temps aux parents de trouver une place parfois qui peut être plus adaptée aussi, puisqu'on ne court plus après un retour forcément de l'enfant au domicile. Et là-dessus, je vous encourage à lire 2 études qui ont été publiées par l'ONPE. La première, c'est celle de Caroline Siffrin-Blanc et Carmen Lavallée, qui comparent les placements longs au Québec et en France, et qui montrent que
ces changements de statut au Québec qui sont assez anticipés avec par exemple des placements qui peuvent être prononcés jusqu'à la majorité de l'enfant directement, ils contribuent finalement à ce que toutes les parties prenantes arrivent à bien trouver leur place et donc que les relations parents-enfants finalement soient, après c'est une étude qui est très exploratoire mais paradoxalement, en fait, de façon contre-intuitive, parfois mieux conservée que dans un système français où le placement il est renouvelé tous les 2 ans. Et puis plus récemment, c'est vendredi qu'il y a une étude de l'ONPE qui est sortie, qui s'intitule Protéger l'enfant sur le long terme quand la perspective du retour en famille s'éloigne, et qui parle notamment des CESEC, dont c'est le rôle de regarder les évolutions de statut, et qui, sur les tiers dignes de confiance, parle de cette délégation de l'autorité parentale à un particulier, et qui montre que c'est plus sécurisant à 2 titres. Ce qui revient, c'est que un cadre juridique en adéquation avec ce que l'enfant vit au quotidien, c'est sécurisant, symboliquement. Et ensuite, que ça permet simplement de procurer à l'enfant des titulaires de l'autorité parentale, donc ce qui simplifie sa vie au quotidien. Voilà. Merci. Et la deuxième question que je souhaitais poser, c'est sur la question du contexte socioculturel qu'on a beaucoup évoqué. Pourquoi est-ce que c'est particulièrement important, lorsqu'on envisage de confier un enfant à un tiers ni de confiance, de prendre en compte sa dynamique personnelle, mais aussi le contexte socioculturel de la famille dans laquelle il va arriver et son propre contexte socioculturel pour s'assurer que les deux soient compatibles et que son histoire soit préservée? Alors, disons que ça va être le sens que prend le placement, à la fois pour l'enfant. Quel est le sens de l'accueil par un proche et donc qui va prendre pour l'enfant, mais qui va prendre pour le tiers et la famille du tiers. Donc c'est un élément, ces éléments-là sont aussi des éléments qui permettent d'assurer aussi cette question de croiser les deux environnements. C'est un élément qui est aussi un élément qui favorise la question de la continuité dans le parcours de l'enfant. Au cours du placement. C'est d'un point de vue psychologique, la question de l'environnement culturel, c'est, on va dire, ce qui donne aussi l'occasion de donner sens à soi-même et donner sens à son vécu. Donc, d'un point de vue psychologique, c'est quelque chose de primordial. Merci beaucoup et merci à nos 3 intervenantes pour cette seconde table ronde de la journée.